Et bonjour et merci pour cette invitation à participer à ce colloque. Je vais effectivement essayer de dresser un panorama un petit peu international de la question qui est traitée aujourd'hui, et notamment sur la problématique des parcours de formation et d'insertion. Alors je vais passer rapidement sur, disons, la première partie de ma présentation qui, en fait, visait à souligner le fait que les discussions et les questions que vous abordez, que nous abordons aujourd'hui et demain dans le cadre de cette conférence sont, je dirais, à l'ordre du jour, non seulement en France et dans les pays européens, les pays de l'OCDE, mais également plus largement au niveau international, notamment dans le cadre du nouvel agenda pour le développement durable, qui, à travers l'objectif 4, qui porte sur l'éducation, comporte maintenant des cibles spécifiques sur l'enseignement technique et professionnel, ce qui n'était pas le cas dans le cadre précédent, que ce soit donc les objectifs du millénaire pour le développement ou bien dans le cadre de l'éducation pour tous. Ce qui veut dire qu'au niveau international, il y a une mobilisation beaucoup plus forte sur ces questions d'enseignement technique et la coopération internationale va beaucoup plus s'intéresser aux questions d'enseignement technique, de formation professionnelle dans le cadre de l'appui aux politiques publiques et aux échanges à l'échelle donc internationale. Je voudrais également rappeler que sur le plan des orientations politiques, les pays se sont dotés également de cadres normatifs, notamment à travers 2 recommandations qui ont été adoptées à la conférence générale de l'UNESCO au mois de novembre dernier. L'une qui porte spécifiquement sur l'enseignement technique et professionnel, l'autre qui porte sur l'éducation des adultes. Et toutes les 2 comportent des dispositions relatives également au parcours de formation, d'insertion, que ce soit à travers le développement de passerelles entre les différents niveaux et types de formation, ou bien que ce soit à travers le développement de dispositifs de reconnaissance, de validation des acquis de l'expérience et de l'apprentissage non formel. Donc il y a effectivement, au-delà, disons, des dispositions nationales, il y a également une impulsion des orientations qui ont été données au niveau international pour inspirer en quelque sorte les politiques nationales dans le sens qui va, effectivement, qui est dans le sens d'une plus grande fluidité des parcours dans une perspective et dans une vision de l'éducation tout au long de la vie, et donc la complémentarité également entre la formation initiale, la formation continue qui a été évoquée par les intervenants précédents. Alors maintenant, regardons de manière plus spécifique ce qu'il en est des systèmes d'enseignement technique et professionnel. D'abord, sur le plan statistique, vous voyez sur cette diapositive, pour quelques pays de l'OCDE, que d'une part, la proportion des élèves inscrits dans ces filières est très variable selon les pays, avec des situations comme le Japon, la Corée du Sud, où on a finalement une proportion très faible, moins de 10% des élèves qui sont dans ces filières, avec bien sûr des pays comme l'Allemagne, où on a près de 50% donc des élèves qui sont dans des formations professionnelles. Donc une grande diversité des situations nationales et une relative également stabilité si on regarde sur cette période. Il y a bien sûr disons, quelques accidents sur les trends, mais globalement il y a une grande stabilité apparente, en tous les cas, s'agissant de la part des effectifs qui sont inscrits au niveau secondaire dans ces filières. Alors derrière cette stabilité se cachent, si je puis dire, des mouvements de réforme importants. Vous avez sur ce graphique le nombre de pays qui ont, sur la période 2010-2014, réalisé des réformes dans différents domaines. Et vous voyez que plus de 23 pays ont conduit des réformes systémiques. Réformes systémiques, selon la définition du CEDEFOP, ce sont des réformes qui visent à améliorer les systèmes à travers des changements législatifs, politiques, pour adapter les programmes, les filières et les certifications. Vous voyez également que la qualité, le rapprochement entre la formation et le marché du travail sont également 2 thématiques principales dans ces réformes. Maintenant, je voudrais revenir à la grille un petit peu, je dirais, d'analyse comparative des systèmes d'éducation, de formation
d'enseignement technique et de formation professionnelle. On en a eu une première, si je puis dire, une première lecture dans une perspective plus large à travers la notion de régime de formation professionnelle dans l'intervention précédente. Là, il s'agit d'une grille, je dirais, plus centrée sur l'espace éducatif et qui met en relief cinq dimensions. Le moment et la modalité d'orientation, qui est finalement un élément très important, à savoir à partir de quand dans le système scolaire les élèves sont orientés éventuellement vers ces filières. Et ce qu'on peut dire globalement, c'est que la tendance est plutôt à retarder le moment de l'orientation. C'est une tendance assez générale et c'est également, je dirais, une préconisation forte au niveau international. On peut également distinguer les cursus de formation, j'y reviendrai, la certification, la diversité des certifications, mais la façon dont les certifications sont développées et peuvent plus ou moins impliquer également le monde du travail. La facilité de passage à l'étape suivante. Là, on a cette notion de filière, de parcours de formation, notamment donc vers l'enseignement supérieur, on y reviendra tout à l'heure, et l'intensité ou la proximité avec le marché du travail, qui est bien sûr une dimension très forte. Là, on l'a déjà vu dans l'intervention tout à l'heure. Alors, je vais revenir sur la notion de cursus. Elle permet de distinguer, je dirais, trois grandes familles de systèmes. Les systèmes dits différenciés, dans lesquels on peut distinguer de manière précise les filières générales et les filières techniques et professionnelles, bien sûr avec les pays qui ont adopté le système dit dual, en particulier l'Allemagne, mais également des pays comme la France ou la Corée, où cette segmentation, en quelque sorte, s'inscrit dans le champ scolaire, avec des établissements scolaires, techniques, professionnels. La deuxième catégorie de pays ou de systèmes peut être caractérisée, disons, d'hybridation, où on a de manière forte le développement d'un socle de compétences générales dans l'enseignement technique et professionnel, donc finalement relever le niveau de compétences de base, en quelque sorte, des élèves qui sont également parallèlement en situation de spécialisation à travers l'acquisition de contenus professionnels. Et puis le troisième système, qui est un module intégré, unifié finalement, dans lequel on a à la fois des contenus professionnels et des contenus généraux. Alors bien sûr, c'est un petit peu schématique comme caractérisation, on en reviendra tout à l'heure, on aura tout à l'heure, même très rapidement, une présentation plus détaillée sur le cas du Danemark, mais ça permet, disons, de distinguer différentes modalités, différentes façons finalement de préparer les jeunes à l'emploi, avec également des performances du point de vue de l'insertion qui peuvent être variées, mais qui ne sont pas expliquées uniquement par le choix de telle ou telle formule. Alors maintenant, je voudrais regarder de manière plus précise qu'on peut dire en quelque sorte des effets, des résultats et de la façon dont les diplômés de l'enseignement technique professionnel, finalement, se distinguent du point de vue des parcours scolaires. Alors, premier élément s'agissant des compétences en numératie, des compétences des étudiants de l'enseignement technique au niveau post-secondaire. On a parlé tout à l'heure de l'étude PIAC, qui permet d'avoir des éléments effectivement sur les niveaux de compétences des jeunes et des adultes. Alors ce graphique montre finalement qu'on a globalement en fait une part importante, près de 50% des jeunes qui sont de niveau post-secondaire, des jeunes diplômés de l'enseignement technique au niveau post-secondaire, qui se trouvent dans les bas niveaux, si je puis dire, de compétences en numératie, c'est-à-dire les niveaux 1 et 2. On voit également que la France se situe dans un niveau proche de la moyenne dans ce graphique, avec les pays anglo-saxons où cette part est plus importante, et les pays germaniques où elle est plus faible, ce qui montre quand même qu'il y a globalement un problème quant aux capacités. A priori, ça suggère un problème quant aux capacités d'apprentissage tout au long de la vie et de progression des élèves qui sont diplômés
au niveau postsecondaire de l'enseignement technique et professionnel. Autre élément qui permet de caractériser également les systèmes, l'importance de l'apprentissage. On en parle bien sûr beaucoup comme, je dirais, une formule efficace pour faciliter non seulement les parcours, mais surtout l'insertion. Et on voit que finalement sur ces pays, finalement, l'apprentissage reste un dispositif relativement peu répandu, avec un nombre également important de pays dans lesquels les élèves, au niveau du deuxième cycle du secondaire, en situation de formation professionnelle, sont également en emploi, notamment des pays comme l'Angleterre, où là, on peut effectivement penser qu'il s'agit non pas d'une stratégie en quelque sorte de formation, mais plutôt d'une stratégie de travail pour effectivement avoir des revenus et qui permettent aux élèves de continuer leurs études. Donc il y a là également une autre problématique sur le financement des études et sur le niveau économique des élèves. Alors c'est une autre dimension qui est bien sûr déterminante par rapport à notre propos, la poursuite d'études au-delà donc de l'enseignement général, de l'enseignement secondaire. Si on regarde sur ce graphique la proportion des diplômés de l'enseignement qui ont accès à l'enseignement supérieur, on voit donc dans la partie bleue que grosso modo pour une grande partie des pays, on est autour de 30 à un tiers des jeunes diplômés de l'enseignement technique qui ont accès au supérieur, et que cet écart est pour la plupart des pays encore très important par rapport aux diplômés de l'enseignement général. Donc la probabilité en quelque sorte d'accès au supérieur est significativement plus faible pour la majorité des pays, pour les diplômés de l'enseignement professionnel, ce qui bien sûr n'est pas nécessairement un problème si ces diplômés trouvent facilement un emploi. Toutefois, si on regarde ce graphique sur la proportion des diplômés qui ne sont ni en formation ni en emploi, on voit que l'écart entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général est assez important pour un grand nombre de pays, ce qui suggère, là encore, une probabilité plus forte d'être en situation de difficulté pour les diplômés de l'enseignement technique, et donc des possibilités à la fois de parcours de formation, mais également d'insertion qui seraient relativement plus faibles. Enfin, un autre critère qui est important, c'est le critère de rentabilité, en quelque sorte, de comparer de la formation à travers les niveaux de salaire. Là, en bleu, vous avez le différentiel de salaire entre les diplômés au niveau postsecondaire de l'enseignement professionnel et de l'enseignement général. Vous voyez que le différentiel est négatif pour les diplômés du technique, ce qui montre effectivement qu'à ce niveau, eh bien, les diplômés du général, en moyenne, ont des salaires plus élevés. Par contre, le différentiel est positif si on compare les diplômés du postsecondaire de l'enseignement technique à des diplômés du niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau secondaire général. Voilà, et je voudrais terminer uniquement sur cette question de l'évolution du marché du travail, c'est-à-dire dans quelle mesure l'évolution des systèmes d'enseignement technique professionnel est en cohérence avec les évolutions du marché du travail, et notamment à travers cette notion de polarisation. Si on regarde ce graphique qui montre l'évolution finalement des emplois par rapport à 3 catégories, les emplois très qualifiés, les emplois dits intermédiaires et les emplois peu qualifiés, on voit effectivement là encore dans la partie basse que pour la majorité des pays, on a une diminution des emplois dits intermédiaires au profit des emplois les plus qualifiés, mais aussi des emplois non ou faiblement qualifiés. Alors ce qui pose un problème d'insertion pour les diplômés de l'enseignement technique professionnel, si on fait l'hypothèse effectivement que majoritairement on les trouve où leur formation correspond à ces qualifications intermédiaires. Le rétrécissement de cette partie centrale du marché du travail, par définition, va ouvrir moins de possibilités d'insertion pour les diplômés de l'enseignement technique professionnel. Donc si ce scénario et si cette tendance se confirme, on doit réfléchir là également à de nouvelles stratégies
pour assurer une insertion, je dirais, plus facile et durable de ces diplômés, sachant que ce resserrement de la structure du marché du travail va également poser des problèmes par rapport aux stratégies d'éducation tout au long de la vie. Là encore, les possibilités d'accès et de passage progressif des catégories intermédiaires vers les catégories supérieures étant rétrécies. Voilà, je voudrais donc terminer en renforçant, je dirais, en insistant sur la nécessité, d'une part, de réfléchir à ces stratégies de formation et d'éducation par rapport à l'évolution du marché du travail. Ça, c'est un élément très fort. À rappeler également que par rapport à la notion de parcours, le socle de compétences de base est un élément essentiel, donc une compétence de base suffisamment solide pour permettre des apprentissages ultérieurs et le développement à la fois de passerelles dans les systèmes de formation, mais également de dispositifs d'ingénierie de formation qui permettent la validation des acquis, la validation des connaissances et des formations informelles pour faciliter les parcours tout au long de la vie. Voilà, disons, les éléments principaux que je voudrais souligner. Et pour terminer, je voulais uniquement évoquer l'action de l'UNESCO dans ce domaine, mais nous n'aurons pas le temps de nous y attarder. Je vous remercie.